Le prochain exposé est de Livia Lancia, du LULI. Donc, photons de haute énergie pour les études de QED par laser ultra intense. Bonjour, je m'appelle Livia Lancia, je suis chercheuse au laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses et je vous parle aujourd'hui de photons d'haute énergie pour les études de QED par laser ultra intense. Donc on va parler un peu de qu'est-ce que c'est un laser ultra intense, juste pour donner une idée, et quels sont les paramètres qui gèrent l'interaction de ce laser avec un plasma et qui nous permettent d'étudier la QED. Et donc les photons, je vais vous montrer quelques expériences qu'on a faites récemment ici en France sur la génération de photons dans ce cadre. Alors, donc dans cette figure, elle est très détaillée, on ne va pas y aller dans le détail. On voit ce que c'est toute l'activité des lasers de puissance dans le monde depuis une trentaine d'années. Donc, en fonction de l'énergie et de la durée en femtosecondes, 10-15, et on voit différents régimes de l'interaction laser-matière selon un code de couleur. Et ici, sur la droite, on a ce paramètre qui est l'intensité laser. Et en faisant une hypothèse sur la focalisation du laser. Donc on voit qu'il y a une énorme activité depuis longtemps. On reconnaît les lasers pour la fusion nucléaire. Ici, longue durée d'impulsion et haute énergie. Et ici, sur cette ligne qui gère un peu qui est un peu la ligne du pétawatt. Donc, on parle de laser pétawatt et multipétawatt. Et donc, on voit qu'en Hongrie, ces dernières années, il y a une forte activité sur la construction d'installations laser pétawatt et multipétawatt. Et donc, en particulier, je vous ai sélectionné certaines qui sont déjà en fonctionnement en Asie, aux États-Unis. En Europe, il y a les trois piliers Eli. Et en France, on a le laser Apollon, qui est censé travailler à 10 pétawatts. On n'y est pas encore. Et on est un peu moins. Et ce sera le laser avec lequel on va faire ces études de type QED en France. Donc, revenons à l'intensité. L'intensité laser sur cible et ce que ça veut dire en termes de physique et de régimes qu'on peut attendre. Donc on voit au cours des années la progression de l'intensité laser et de l'intensité de laser focalisé sur cible. Et il y a ici une rupture de pente quand on a introduit l'amplification par dérive de fréquence. CPI, qui a été récompensé par le prix Nobel 2019, je crois. Oui. Donc, les installations que je vous ai montrées tout à l'heure sont là. Apollon et les Corels en Corée. On est dans ce régime-là. Donc, juste pour comprendre de quoi on parle en termes de physique et quand on parle de valeur d'intensité. Et donc, on voit qu'à des intensités focalisées, je ne sais pas si vous voyez, des intensités focalisées de 10-14 watts sur centimètre carré, on commence à faire osciller les électrons à quelques dizaines, à quelques EV. Donc ça, c'est l'énergie d'oscillation des électrons. Et c'est là qu'on commence à parler de physique de l'interaction laser-plasma. Il y a ce paramètre qui va revenir ces 20 minutes qui me restent assez souvent, qui est le paramètre de laser relativiste, c'est-à-dire pour des intensités laser 10-18, 18 watts centimètre carré, ce paramètre est de l'ordre de 1 et ça
définit le moment où on rentre dans la physique relativiste de l'interaction laser-matière, là où les électrons sont accélérés à des vitesses relativistes sur une période laser. Donc, on est en train d'étudier cette région-là, physique relativiste. On attendra la physique ultra-relativiste de l'interaction, là où les protons vont devenir relativistes sur impulsion laser. Et il y a cette limite tout là-haut qui s'appelle limite intensité de Schwinger. Et ce serait l'intensité qu'un laser devrait avoir pour atteindre des valeurs de champ électrique qui sont les valeurs, qui est cette valeur, le champ électrique de Schwinger, qui est un peu la valeur critique des champs de la QED. Et donc qui sont des valeurs extrêmes qu'on n'est pas prêt d'atteindre avec nos lasers. Néanmoins, dans cette région-là où on est en ce moment, et qu'on peut explorer en ce moment, et ce qui se passe, c'est qu'on doit considérer que les électrons sont, oui, relativistes, ils ont été accélérés à des vitesses relativistes ou ultra-relativistes, et ils interagissent avec les photons eux-mêmes du laser. Et donc, on est dans une région qui s'appelle région de champ fort et de extreme light, où, en fait, les champs électriques vus par les électrons qui sont à des énergies relativistes sont augmentés dans leur référentiel à cause du facteur gamma relativiste. Et donc, on peut commencer à faire une comparaison entre les champs vus par les électrons qui interagissent avec les photons du laser et le champ de Schwinger qui est là-haut. Donc il y a ce paramètre qui ainsi défini comme Estad disait et Schwinger. Et si vous voyez en quantité physique, donc pour des intensités laser de l'ordre du 10-22 watts sur centimètre carré, donc là où on est en ce moment, et des énergies d'électrons de 1 GeV, ce paramètre se rapproche de la valeur 1, qui est un peu une valeur qui définit l'entrée dans ce régime d'extreme light, là où les effets d'électrodynamique quantique vont se manifester, et donc qu'on peut étudier. Donc on fait un zoom, disons, sur cette partie-là entre le vert et le rose, et donc sur ces intensités qui vont du 10-20 au 10-24. Et donc les lasers intenses qu'on utilise depuis une trentaine d'années déjà, ont déjà permis même à des intensités plus vers le 10-19, 10-20, ont déjà permis d'étudier des phénomènes d'électrodynamique quantique et en permettant d'accélérer des électrons à des énergies relativistes dans des cibles solides ou des cibles gazeuses et les faire interagir avec des noyaux de cibles solides, donc et donc émettre du rayonnement du type Bremsstrahlung, ou alors accélérer des électrons et créer ensuite des paires dans des cibles solides du type Bethe-Heitler. Donc ça, c'est déjà des phénomènes de type QED dans des champs coulombiens. Donc ça, on l'a déjà observé. Ce qui se passe maintenant, donc là, on arrive vers ces intensités laser-là, c'est que cette interaction électron-champ fort est faite avec les champs forts des ondes électromagnétiques du laser eux-mêmes. Donc maintenant, les lasers nous permettent d'atteindre des valeurs de ce paramètre qui est proche de 1. Et dans des situations où justement on découple l'accélération des électrons de la cible et on fait interagir ces électrons avec des lasers intenses. Et donc on peut atteindre des situations tout à fait nouvelles et des régimes tout à fait nouveaux parce que
dans ces régimes, la dynamique des électrons change. Un électron peut perdre beaucoup de son énergie en interagissant avec les photons du laser. Et donc là, on reconnaît l'émission Compton inverse. Et ce qui change aussi, c'est donc comment la dynamique des particules et des photons, la dynamique des particules et l'énergie, la balance d'énergie change, et aussi les trajectoires et les distributions des charges. Donc, on dit dans cette situation-là, donc on peut arriver à créer par des processus fortement non linéaires, donc avec l'interaction d'un photon gamma avec les photons du laser, et de l'antimatière, des positrons, électrons-positrons par Brett-Wheeler. Et c'est exactement ça que j'étais en train de dire. Les deux processus les plus dominants de la QED en champ fort, c'est justement ça. C'est ce changement d'émission de rayonnement par les électrons quand ils interagissent avec le laser. Et donc cette émission devient stochastique et discrète. Et cette production de paires par interaction lumière-lumière, soit dans des situations gamma et faisceaux gamma et photons dans le laser, ou entre deux faisceaux de gamma, qui nous permettent donc d'atteindre de faire du light by light, de la matière par light by light, ou des plasmas d'électrons-positrons. Donc on voit que dans ces régimes, la présence de ces faisceaux gamma et comment donc on étudie ces faisceaux gamma en tant que comme une graine pour rentrer comme un premier pas pour rentrer dans ces régimes d'interaction QED et en champ fort, et comme aussi le résultat de ces interactions de champ fort. Donc, je vais vous parler de deux mécanismes en particulier, cette création de faisceaux gamma. Et l'un où l'accélération d'électrons dans la cible est couplée à la création de paires, à la création de rayonnement. Donc, on accélère les électrons dans une cible et on émet du rayonnement par Bremsstrahlung. Ou alors, quand l'accélération des électrons est découplée du moment de l'interaction, et donc on parle de Compton inverse. Alors, c'est clair que on a besoin de mesure de la qualité de ce faisceau de gamma. Et donc, le paramètre qu'on utilise est la brillance, brightness en anglais. Il y a un peu de confusion sur la définition. Mais qu'est-ce que c'est la brillance? Ça mesure la densité dans l'espace de phase de ces faisceaux de photons. Donc, et donc, c'est une mesure de l'énergie par unité de bande spectrale. Il y a dedans la durée de l'impulsion, de notre impulsion du faisceau gamma, la divergence et la surface. Et donc on reconnaît ici dans ce panorama les sources de deuxième, troisième, quatrième génération d'X, et donc en fonction de l'énergie photon encore la brillance. Et ici, dans cette zone-là, dernièrement, il y a des mesures expérimentales par interaction laser-plasma et avec les lasers. Et donc, il y a les deux mécanismes dont je vous parlais tout à l'heure, donc de mesures de faisceaux de gamma par Bremsstrahlung ou par Compton inverse. Donc, on voit qu'on atteint des énergies bien plus élevées que dans les cas d'accélérateurs conventionnels radiofréquences, mais des brillances encore basses. Alors, voilà, on passe à la partie expérimentale, ce qu'on commence à faire ici en France aussi. Donc, je travaille au Lully, et donc où il y a cette installation Apollon,
qui est la seule installation multi-pétawatts et multi-faisceaux en France. C'est au sud de Paris, à côté du synchrotron de Soleil. Et donc cette installation multi-pétawatts est assez particulière parce qu'on a à disposition 2 faisceaux laser. Donc il y en a un qui pour l'instant 2 pétawatts, 3 pétawatts et qui va atteindre les 10 pétawatts, et un autre qui est un peu en dessous du pétawatt en ce moment et qui va atteindre le pétawatt. Et ces deux faisceaux peuvent être couplés, on peut les utiliser en même temps. Imaginez des configurations d'interaction sur cible qui prévoient les deux et sont utilisables avec un tir par minute. Et on peut les utiliser soit avec une configuration forte intensité, c'est-à-dire en utilisant une longueur de focalisation courte dans une salle courte focale, ou alors en utilisant des longueurs de focalisation plus longues, surtout pour l'accélération d'électrons dans une autre salle. Donc c'est tout à fait flexible et on peut penser différentes configurations. Et donc, justement, ce que je disais, c'est notamment dans les salles courtes focales, on focalise le faisceau de manière très forte sur des cibles solides, principalement, mais aussi, ça peut être aussi des cibles gazeuses, pour l'accélération d'ions, la production d'harmoniques. Et dans la salle longue focale, on accélère des électrons dans des jets de gaz par des mécanismes assez connus maintenant. Et dans les deux salles, on peut aussi étudier la production de photons par les deux mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais vous parler de 2 expériences qu'on a menées tout récemment. Une première qui s'est passée le mois d'octobre-novembre dernier. Donc, c'était une expérience pour étudier le schéma non-linear inverse Compton. Et donc, je vous avais dit que quand on voudra atteindre des régimes QED, champ fort, on voudra atteindre des valeurs de chi de l'ordre de 1. Et donc, on accélère un faisceau d'électrons d'énergie ultra-relativiste et on le fait interagir avec un faisceau laser. Donc, pour faire cela, soit on utilise un accélérateur conventionnel et on le couple avec un laser, ou alors on peut utiliser l'accélération laser plasma d'électrons, laser-driven wake field, et le faire collisionner avec un autre laser, ou alors avec le laser lui-même. C'est-à-dire, si on utilise un tel schéma, qui est maintenant très apprécié et très utilisé, et donc ici, vous voyez dans le dessin l'impulsion laser qui a accéléré derrière un faisceau d'électrons, qui donc arrive sur un miroir, une feuille solide, est réfléchie. Bon, le laser devance les électrons, évidemment, est réfléchi, et dans la réflexion, après, l'interaction avec les électrons accélérés intervient, et c'est une interaction tout à fait... il y a une synchronicité naturelle due à l'utilisation d'un seul faisceau laser, et la durée de cette impulsion de gamma par inverse Compton est gérée par la durée du laser et des électrons. Donc, on a réalisé une telle expérience. Et ben voilà, on a utilisé le faisceau F2 d'Apollon. Je vous avais parlé de ce facteur, de ce paramètre à 0, 4,5, qui correspond à une intensité de laser focalisé à peu près de l'ordre de 10-19 watts sur centimètre carré, pour accélérer des électrons dans un jet de gaz, schéma avec le miroir. Ces électrons, donc le miroir réfléchit le laser, et il y a un faisceau gamma qui est émis vers l'avant. Les électrons aussi, ils sont émis vers l'avant, ils sont mesurés avec une énergie de 1,2 GeV. Et donc, vous vous rappelez aussi du paramètre chi. Pour
pour ces paramètres-là, donc cette A0 et cette énergie d'électrons, on est bien en dessous du qui égale 1 auquel on espère un jour arriver. Mais néanmoins, donc on a accéléré, on a produit ce faisceau gamma, on l'a diagnostiqué et on a pu, donc là c'est des analyses qui sont encore en cours, et en utilisant des scintillateurs et la propagation de ce faisceau gamma dans un écran scintillateur, on peut déjà parler de un faisceau gamma avec une énergie de quelques centaines d'amilli, qui est un assez bon résultat pour ces paramètres-là. Donc, quand on aura des énergies plus importantes, donc on utilisera l'autre faisceau d'Apollon, le F1, et donc des A0 plus importants, on s'attend à atteindre des valeurs de Ki plus élevées. Donc, par rapport à ce chemin-là, où les électrons sont produits dans un jet de gaz, il est connu qu'en utilisant des cibles pas gazeuses, mais des cibles solides, mais avec des densités proches de la densité critique, le couplage laser-cible augmente, parce qu'il y a plus d'électrons dans la matière. Et donc l'utilisation de cibles structurées avec des densités, par exemple des compositions de densités différentes, et où le laser se propage et il subit une autofocalisation, et sont très utilisés récemment. Et donc, la deuxième expérience qu'on a menée, en ce moment, elle va bientôt terminer. Et donc, donc on a utilisé un faisceau focalisé sur une cible de type mousse. Donc, la première partie, c'est une mousse où la densité est proche de la densité critique du plasma. Et derrière, il y avait une feuille de métal. Alors, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit ici. Dans la propagation le laser est couplé aux électrons qui sont dans la mousse. Les électrons oscillent dans un canal créé par le laser. Ils commencent à osciller, à émettre du rayonnement de type bêtatron ou synchrotron. Et ce courant d'électrons engendre aussi un champ magnétique qui collimate le faisceau d'électrons eux-mêmes. Et donc, ces électrons accélérés de forte énergie oscillent, ils émettent du rayonnement et ils vont aussi passer à travers la feuille de métal qui est derrière. Dans ce passage à travers la feuille, si c'est une feuille avec un Z, un métal avec un Z important, il y a de l'émission du bremsstrahlung. Ce qui se passe en même temps, c'est que le laser qui perd son énergie à la faveur des électrons, il subit une autofocalisation. Donc, c'est vrai, il perd son énergie, mais il gagne en focalisation. Et donc, quand le faisceau laser arrive, parce qu'il peut se propager dans une mousse proche de la densité critique, et il arrive à l'interface mousse-feuille et réfléchit. Et donc, comme dans le schéma précédent, il réfléchit et il interagit avec les électrons qui se propagent. Donc, autre que l'émission de type Bremsstrahlung des électrons qui sort de la feuille de métal, il y a aussi une émission de type Compton, inverse, due à l'interaction laser-électron. Et donc, cette deuxième campagne qu'on a menée, et donc était censé justement étudier cette compétition et le rapport des deux types d'émissions. Donc ça c'est le dessin d'une simulation PIC. Vous voyez la mousse et l'émission de type Compton. Et ici je vous montre simplement, je voudrais poser votre attention sur ce facteur, ce paramètre A0. Et donc, la différence entre, dans un cas où le A0 est de l'ordre de 20, où
il y a une émission de type Bremsstrahlung d'un certain type et l'émission de type Compton inverse qui ne dépasse pas le Bremsstrahlung. Alors que quand on arrive à des valeurs de A0 plus importantes, il y a une dominance de l'inverse Compton par rapport au Bremsstrahlung. Donc voilà. Cette deuxième campagne qui est en cours, donc on a utilisé le faisceau Apollon, encore une fois, à 12 joules, 24 femtosecondes, on n'est pas encore au terawatt. Le A0 était de 35-40, donc on était bien entre ces deux valeurs. Et voilà un petit dessin de l'expérience où donc, on défléchit le faisceau d'électrons pour en mesurer son spectre et on mesure avec des écrans scintillateurs la distribution spatiale des gamma et aussi la propagation en profondeur dans un scintillateur et donc qui nous permet de nous remonter un spectre. Les simulations prédisent au fait qu'il y a une émission de type 2 lobes. Il y a 2 lobes d'émission. Ça, c'est la vue du haut. Donc, on s'attend que, voilà, quand on interagit avec la cible, on s'attendait on espérait de voir 2 lobes d'émission. Donc, c'est pour ça que le setup expérimental a été multiplié à différents angles pour essayer de voir des différences selon la position angulaire par rapport à l'interaction. Et donc, bon, là, je ne peux pas vous montrer des résultats parce que l'analyse est en cours, c'est juste des images, des diagnostics qu'on avait. Et je voulais juste voilà, dire que l'étude se fait en changeant les paramètres de l'interaction. Donc normalement, l'épaisseur de la partie foam, de la partie mousse, là où il y aura le couplage laser-électron, l'épaisseur du substrat, on passe des matériaux à Z léger où il n'y a pas de Bremsstrahlung et tungstène par exemple où la Bremsstrahlung domine et on change les conditions d'interaction. Alors malheureusement les paramètres laser ont changé un peu de manière erratique au cours de l'expérience, donc on avait des durées plus importantes que prévu et donc le A0 qui est la mesure de l'intensité évidemment change. Donc voilà, ça c'est juste. Donc ces 2 expériences font partie d'une ANR qui a été qu'on mène en ce moment à partir de cette année et avec les collègues du LOA et du COA justement sur la production de faisceaux gamma pour atteindre des régimes d'intérêt pour la QED. Et donc, juste pour vous rappeler, ça c'est un petit zoom par rapport à la figure que je vous avais montrée tout à l'heure, là où il y a les résultats expérimentaux plus récents obtenus par interaction laser-plasma en termes de brillance de photons. Et avec dans le cadre de cette ANR, et avec ces expériences, on vise à atteindre cette zone-là. Donc voilà, pour conclure, donc, ces faisceaux de gamma nous permettent, pourquoi on les étudie? Parce que justement, nous permettent, donc là, on est en cette zone-là, on arrivera à cette région-là d'intensité laser focalisée, et en produisant ces faisceaux de gamma très brillants, on peut étudier des régimes tout à fait intéressants et nouveaux qui nous permettent d'avoir des faisceaux d'électrons-positrons par de l'interaction light by light, parce que c'est gamma et d'électrons, et étudier ces
plasma de pair qui sont d'intérêt aussi pour l'astrophysique énormément. Et donc des états de la physique des plasmas tout à fait nouveaux et exotiques qui sont très intéressants. Et voilà, avec ça, je finis. Merci beaucoup. On peut poser quelques questions. Alors, moi j'en avais une. Est-ce que le compton inverse dont vous parlez, est-ce que c'est un petit peu une version relativiste de Stimulated Raman Scattering ou ça n'a rien à voir? C'est une version relativiste du Thomson, du scattering Thomson. C'est la partie quantique du relativisme quantique du Thomson. Okay. Merci. D'autres questions? Moi, j'avais encore une question. C'est le champ de Schwinger, ça apparaît dans la nature, dans certains contextes astrophysiques ou... Probablement dans des contextes astrophysiques. On pense où, par exemple? Justement, proche des trous noirs, dans des conditions extrêmes. Et on arrive à qu'est-ce que ça produit comme phénomène donc c'est la création de paires, c'est ça? On excite une fluctuation du vide, donc on crée ce champ arrive à créer un paire électron-positron du vide, à séparer un électron-positron. Et la définition, c'est ça, en fait. C'est l'intensité de ce champ sépare un électron d'un positron sur une longueur caractéristique, une longueur Compton. D'accord. Merci. Toujours pas de questions? Ah oui. Moi, je fais de l'interaction laser-matière, mais à des irradiances qui sont largement inférieures, puisque je travaille en nanosecondes avec quelques dizaines de millijoules ou centaines de millijoules, donc c'est pas du tout... C'est très bien, mais voilà. Tout est là-haut. Voilà. Alors oui, mais je suis très très en dessous quand même, par rapport à Joule. La question toujours, c'est une fois qu'on a fait l'interaction, donc on a effectivement observé des choses, comment l'échantillon, dans le cas d'une cible solide qui est irradiée, comment l'échantillon macroscopiquement a été transformé par l'interaction laser-matière? L'échantillon n'existe plus. Oui, il est complètement... Il est détruit. Nous, voilà. on est... du coup, il est... de la force brute. Parce que c'est... Voilà. Ces énergies-là... Du coup, donc, il y a une pollution en fait, de la chambre à l'intérieur de laquelle... derrière, les mesures qui sont prises justement pour maintenir de manière parfaitement contrôlée l'état interne de la chambre, etc., ça pose, j'imagine, un certain nombre de problèmes de maintenance. Donc, c'est une question effectivement d'expérimentateur. Ah oui, du tout coup, à fait. Comment fait-on? Très légitime. Toutes les optiques qui sont dans l'enceinte d'interaction, et surtout à des taux de répétition, parce que plus le taux de répétition est élevé, sont arrosées par des débris. Et au fur et à mesure, il y a un coating qui se fait, c'est inévitable. Donc, il y a quand ça pose vraiment des problèmes, parce que c'est des optiques très chères, très coûteuses, et il y a des solutions en termes de pellicules qui peuvent être changées, mais on doit vivre avec. Pardon. Ces problèmes-là dans les tokamaks, j'avais nettoyé par des lasers. Est-ce que vous n'avez jamais essayé cette technique? Nettoyer par le laser, c'est très intéressant. Non, par le nôtre. Je peux vous assurer, quand on voit l'optique de focalisation, en fait, c'est quelque chose qu'un expérimentateur voit tous les jours, l'optique de focalisation qui est métallique, par exemple. On voit bien le coating qui s'est déposé, les dépôts, et on voit clairement là l'empreinte du laser avant d'être focalisé. Donc, et là où il y a l'empreinte du laser, c'est propre. Oui, c'est clair. Et donc, ok, merci beaucoup. Et